Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de ce 14e Observatoire de la communication CNB. Et évidemment, le thème s'est relativement imposé à nous cette année, puisque nous parlerons ensemble avec Maya Artigue de BASF et Christelle Thirion de Duo-CSI du sujet de la tension sur le marché de l'emploi et de la valorisation de la marque employeur, les impacts que cela peut avoir sur la politique de rémunération et sur la communication RH. Donc merci beaucoup Maya et Christelle de vous être prêtées à l'exercice aujourd'hui. Je suis ravie de vous accueillir. Donc on va commencer par les résultats de l'observatoire. Je vais dérouler la présentation et ensuite, dans la deuxième partie de cette matinale, on échangera avec Maya et Christelle sur ce sujet-là. Et Maya nous parlera aussi assez largement du bilan social individuel qui est mis en place chez BASF aujourd'hui. Donc, commençons comme chaque année pour les habitués par la présentation du panel. Vous êtes très nombreuses et nombreux à vous connecter ce matin. Merci encore d'être là avec nous. Et cette année, nous avons donc le plaisir de baser notre étude sur 1 270 501 BSI, pour être précise. Je rappelle que l'Observatoire va d'abord vous donner des tendances sur la forme. Quelles sont, en matière de BSI, les tendances du moment sur le format, le type de distribution, les options de communication associées à cet outil. Et ensuite, on rentrera dans les sujets de fond pour vous donner des éléments sur la rémunération et sur les avantages sociaux qui sont abordés et dans quelle proportion, dans quelle mesure, avec quelques éléments de benchmark, bien sûr. Donc, nos 1 270 501 salariés qui, aujourd'hui, sont dans le panel sont dans des entreprises... Enfin, on va dire que l'effectif moyen, c'est 7 668 personnes par entreprise. Et ces entreprises, on les a classées par secteur d'activité, comme chaque année. Vous voyez qu'on a toujours l'industrie qui vient en numéro 1, c'est 27% de nos projets cette année, suivi par le transport et la logistique, 25%, la banque, le secteur de l'assurance et le conseil pour 19%, et ensuite l'agroalimentaire, la grande distribution, les services culture et loisirs qu'on a groupés, la pharmacie et la chimie qu'on a également groupés, luxe et cosmétiques, et enfin BTP et immobilier. Donc ça, c'est le panel des entreprises qui fait l'objet de cette étude. Si on regarde maintenant la répartition des effectifs des entreprises, donc dans le panel, 30% des entreprises ont moins de 1000 salariés, 43% des entreprises ont 1000 à 5000 salariés, 10% des entreprises entre 5000 et 10 000 et 17% plus de 10 000 collaborateurs. Donc le cœur de l'étude se situe entre 1000 et 5000 collaborateurs, qui n'est pas très différent des années précédentes, pour être honnête. Pour ce qui concerne maintenant le panel des collaborateurs qui sont dans cette étude-là, très souvent dans les bilans sociaux individuels, et vous le savez pour ceux qui réalisent l'exercice et qui sont connectés aujourd'hui, il y a des critères d'éligibilité relatifs aux collaborateurs. Assez souvent, le BSI ne s'adresse qu'aux CDI, CDD et alternants. Par alternance, on entend à la fois les contrats d'apprentissage et les contrats de professionnalisation. Un temps de présence de généralement 1 an dans l'entreprise pour avoir un historique de données suffisant et que ce soit pertinent. Bien évidemment, des collaborateurs qui sont encore présents à la date de parution. Et de ce fait, un certain nombre de populations sont souvent exclues du scope pour différentes raisons. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même assez souvent le cas. Le COMEX et les mandataires sociaux, ainsi que les salariés en mobilité internationale, parce que leur structure de rémunération est, ma foi, très différente. Et on réalise assez souvent, d'ailleurs, des BSI très spécifiques pour ces cibles-là. Souvent, on ne retrouve pas dans le scope des BSI les stagiaires, ni les personnes en longue maladie, au-delà de 31 ou 90 jours, et les suspensions de contrat.
Voilà pour ce qui concerne le panel des salariés que l'on complète par l'information sur le statut. Cette année, on a dans ce panel de 1 million d'autres personnes 67% de non-cadres et 33% de cadres. Et de la même manière, c'est exactement la même répartition que l'année dernière. On va maintenant passer sur les aspects de support et de forme. Donc, pour ceux qui connaissent l'exercice, vous le savez, mais pour les autres, sachez qu'il y a 3 grands types de supports disponibles pour le bilan social individuel. D'abord, ce qu'on appelle le IBSI, qui est en fait un site web, sécurisé évidemment. Ensuite, un format PDF. Ce format PDF peut être soit interactif, soit statique. On verra ça tout à l'heure. Et enfin, le format papier. Et donc, vous voyez que la répartition de cette année, on a, par rapport à l'an dernier, un décrochage très important du papier. L'année dernière, on était de mémoire autour de 37%. Ça s'est reporté sur le format PDF et sur le format IBSI qui monte en puissance, bien sûr. Petite particularité, dans les 44% de PDF que nous avons de projets au format PDF que nous avons réalisés cette année, il y en a 10% qui en réalité sont logés sur un mini site web. Donc on pourrait éventuellement les raccrocher au IBSI et considérer qu'il n'y en a pas 28 mais 38%. Voilà pour les supports. Et maintenant, on va rentrer dans le détail de chacun de ces trois supports. Oui, c'est tout bon. Ah non, petite info complémentaire, pardon, qui est importante. 96% de nos clients réalisent le BSI tous les ans. Donc une fois qu'on a mis la main dans le pot de miel, eh bien, ma foi, on y reste. Le sujet est extrêmement plébiscité et apprécié des collaborateurs, donc, qui sont très demandeurs. Donc en général, les projets sont renouvelés. Et une autre info qui n'est pas corrélée à la première, 20% des BSI sont livrés sur des supports mixtes. IBSI, PDF et papier, ça n'est pas exclusif. On peut avoir des projets, et vous le verrez, qui sont multi-supports et qui combinent tout ou partie de ces trois supports différents. Donc, on va rentrer dans les fameux 3 supports pour d'abord vous parler du IBSI. En vous donnant quelques chiffres, je suis désolée de vous assommer dès 9h du matin avec des graphiques. Viendra ensuite la partie échange. Donc la majorité des IBSI se font sur un nombre d'écrans relativement réduit. En général, on est sur 6 écrans. Et on a bien sûr des options complémentaires qui sont associées. Les options complémentaires, c'est d'abord la version smartphone dédiée. Dans 60% des cas, bien sûr, quand on fait un site web sécurisé, il doit pouvoir être accessible sur un téléphone mobile. Donc, tous les IBSI sont lisibles sur smartphone et sur tablette, mais vous constatez qu'il y a 15% de connexions qui se font via smartphone, ce qui est quand même relativement important. Et dans 60% des cas, on a décliné le site web avec une version mobile dédiée, dans laquelle on a souvent épuré l'information, puisqu'on ne peut pas avoir non plus beaucoup de texte sur un tout petit écran. Les schémas sont revus, donc l'ergonomie, le design et les contenus sont spécifiquement retravaillés pour la version dédiée au mobile. Ensuite, vous voyez aussi qu'il y a un sujet qui est le PDF normé. Alors, qu'est-ce que c'est que le PDF normé ? Quand on met en place un IBSI, donc un site web, on a systématiquement un PDF qui est une synthèse du site, pour pouvoir conserver aussi l'historique de plusieurs millésimes. Si l'on veut que ce PDF soit parfois imprimé sur un format de haute qualité sous forme de brochure pour être diffusé à des collaborateurs qui éventuellement ne seraient pas connectés, soit parce qu'ils ne sont pas équipés dans l'entreprise, soit parce que la culture de l'entreprise est un petit peu différente pour certaines fractions de population qui peuvent être par exemple sur des lignes de production, on a la possibilité de générer depuis le site web un PDF sur un format normé, prédéfini, A4, 4 pages, A5, 6 pages, bon, peu importe, pour pouvoir l'imprimer en haute qualité et l'envoyer en papier aux collaborateurs non connectés. Donc 72% de nos projets disposent d'un PDF normé, c'est important. Et 100% des fameux IBSI sont multi-supports. Donc vous avez systématiquement un socle web,
un socle PDF et donc, comme je viens de le dire, parfois une version imprimée. Qu'est-ce que l'on va retrouver en plus comme option complémentaire dans ce fameux IBSI? Des enquêtes de satisfaction pour 39% des cas où on va aller questionner les collaborateurs à l'issue de leur navigation et de leur parcours sur le site. On va aller les questionner sur la qualité de ce qu'ils ont vu, leurs attentes pour les futures éditions. Et bien sûr, c'est très précieux pour nous les résultats des enquêtes. Et enfin, des accès pour 39% également, manager et RH, sur lequel à la fois la population RH ou la population manager, et parfois les deux, vont pouvoir avoir accès à des informations complémentaires que les collaborateurs n'ont pas, des tableaux de bord de médianes comportant des médianes ou des moyennes de rémunération sur les postes clés, par exemple, la possibilité d'avoir accès au IBSI de son collaborateur. Donc très, très utile à la fois pour la filière RH, mais aussi pour les managers. Comment est-ce qu'on se connecte à ce fameux IBSI? Donc dans 83% des cas, et c'est la solution la plus efficace, on vient se brancher au système de connexion SSO de l'entreprise. SSO, c'est Single Sign-On. Vous arrivez le matin au bureau, vous ouvrez votre ordinateur, vous lancez votre session, et ça vous ouvre un certain nombre d'outils ou d'applications. C'est ça la connexion SSO, et c'est sur ce système-là que l'on vient se brancher. 6% en activation de compte. Je reçois, collaborateur, un email sur ma boîte mail qui me dit que mon BSI est disponible. Je clique sur l'email, je vais sur la page de première connexion, je remplis un formulaire, je reçois un token sur ma boîte mail qui est à durée évidemment de validité limitée et sécurisée, et je peux me créer mon login et mon mot de passe, enfin mon mot de passe, le login étant souvent le numéro de matricule. Je peux me créer mon mot de passe selon les conditions de sécurité de l'entreprise et accéder à mon BSI. Donc, on préfère évidemment avoir une connexion SSO, ça évite les logins, les mots de passe, et évidemment, ça booste les taux de connexion. La nouveauté de cette année, c'est qu'on a aujourd'hui la capacité de jongler avec les deux. Activation de compte pour certains et connexion SSO pour d'autres. Et demain, on pourra proposer à l'intégralité de nos clients d'avoir activation de compte et connexion SSO pour l'ensemble de la population. Donc chacun aura le choix de son mode de connexion. Ce sera, ma foi, très pratique. Les taux de connexion, de toute façon, sont très, très élevés sur le IBSI, quoi qu'il arrive. Un petit focus sur la forme du IBSI. On a beaucoup travaillé ces dernières années, et merci aux équipes graphiques qui travaillent avec nous dans l'équipe, sur ce qu'on appelle l'infographie. L'infographie consiste à transformer du texte en image pour le rendre plus pédagogique, plus accessible, plus synthétique. Vous voyez deux exemples à l'écran. Merci encore à tous les clients qui ont accepté que l'on puisse montrer de façon anonymisée des extraits de leur BSI. C'est beaucoup plus parlant pour ce webinaire. Donc l'infographie, elle nous permet de rendre une information beaucoup plus percutante tout en étant minimaliste. Vous voyez les deux exemples à l'écran et on travaille beaucoup sur ces sujets-là, de même que sur des sujets de micro-interaction dans le BSI pour pouvoir capter le regard du collaborateur dans la navigation du site. Passons maintenant au deuxième format, qui est le format PDF. Je rappelle que c'est 44% des 1,2 million de BSI réalisés cette année. Et ces formats PDF sont le plus souvent, vous voyez, il y a une grande majorité, 73% de formats PDF qui comportent entre 8 et 10 pages. Et parfois, c'est un peu plus ou un peu moins, donc 4 pages et moins 8%. 15% entre 5 et 7 pages et 4% aussi, 4% de plus de 11 pages, ce qui fait beaucoup à lire pour les collaborateurs. On a toujours tendance à préconiser un nombre de pages limité pour éviter de perdre le lecteur au fil de l'eau. Et je l'ai dit tout à l'heure, ce PDF peut être soit statique, soit interactif. Il est dans 71% des cas interactifs et 29% des cas statiques. Le PDF interactif est évidemment beaucoup plus agréable à la lecture. Ça permet d'avoir des menus déroulants, des bulles d'infos, évidemment des liens, une navigation un petit peu comme sur le web qui est plus intuitive. Ça rend la chose plus dynamique.
Et ça permet aussi d'avoir plusieurs niveaux de lecture et donc de ne pas avoir des pages trop chargées. Le PDF interactif présente des avantages évidemment d'interactivité et des inconvénients, on y viendra juste après, de lecture dans les coffres-forts numériques, puisque ce format PDF, il est diffusé forcément sur un espace sécurisé. Dans 100% des cas, les BSI PDF sont livrés sur des espaces sécurisés chez nos clients. Dans la grande majorité des cas, on utilise le coffre-fort numérique, 77% des cas. Donc, PeopleDoc, 51%, Digipost, 27%, rien de nouveau sous le soleil, c'est les deux principaux opérateurs de la place. Ce qui est un petit peu nouveau, c'est qu'on voit des nouveaux challengers de coffre-fort numérique arriver, type PrimoBox, vous voyez, ou autres, pour 22%. Je parlais tout à l'heure de l'interactivité. Parfois, l'interactivité ne fonctionne pas lorsque l'on va... Enfin, certains éléments de l'interactivité, type bulle d'info, menu déroulant, peuvent ne pas fonctionner quand on va consulter son PDF directement dans le coffre. Il faut le télécharger pour que ça fonctionne mieux. Bon, mais ma foi, ça reste quand même un très bon réceptacle pour de l'information qui est ultra personnelle et ultra confidentielle. C'est fait pour ça. Quand les entreprises ne sont pas équipées d'un coffre-fort numérique, qu'est-ce qu'elles font de leur PDF? Soit elles le mettent sur un outil interne qui leur est propre dans 10% des cas, soit on va développer pour eux ce qu'on appelle un portail web. C'est un mini site web, on va dire un mini IBSI. La personne se connecte de la même manière que sur le IBSI, c'est-à-dire en SSO ou en activation de compte. Et elle va pouvoir avoir un petit mot d'accueil, une petite vidéo d'accueil. Et ensuite, elle va pouvoir télécharger son PDF. Et enfin, on en vient au format papier, qui reste le format historique du BSI, mais néanmoins encore très utilisé dans certaines entreprises. Vous voyez que ce format papier est en très très grande majorité au format A5, et un petit peu au format A4. Un format A5, c'est la moitié d'un format A4. Un format A4, c'est une feuille d'imprimante de bureau, vous pliez en deux, ça vous donne un A5. Donc ça fait une petite brochure qui est assez élégante et assez agréable. Et on va retrouver un nombre de pages qui, le plus souvent, vous voyez, 59%, 8 pages. 8 pages, c'est bien parce que ça permet de faire un thème par page, donc c'est assez lisible pour les collaborateurs. Mais on peut avoir aussi des documents de 6 pages qui se déplient, 24%, des documents de 12 pages, dans 6% des cas, 12 pages c'est pareil, ça fait beaucoup, ou quelque chose de beaucoup plus synthétique de 4 pages. 43% de ces BSI au format papier disposent également d'un BSI au format, un complément en PDF. Ce complément, ce duplicata, on va dire, du BSI papier au format PDF, il est soit envoyé dans les coffres-forts numériques des collaborateurs, donc du coup ils ont le loisir de le consulter au format papier ou au format PDF, soit il est livré à nos clients, DRH ou Compenben, pour archives, pour pouvoir disposer d'un duplicata pour eux au format papier. Si toutefois il y avait une question d'un collaborateur, au moins l'ARH ou le Compenben a accès à l'information. Comment est-ce que ce BSI au format papier est diffusé? Il est diffusé soit par la poste, on l'envoie au domicile des collaborateurs, vous voyez que c'est dans la grande majorité des cas, 76%, soit il est envoyé sur le site de l'entreprise, 22% des cas, il est envoyé sur le site de l'entreprise pour le remettre en main propre. Donc c'est un vrai acte de management de remettre le BSI en main propre au collaborateur et évidemment il faut lui expliquer. Donc si c'est le manager qui remet le BSI au collaborateur, il faut aussi le former pour pouvoir répondre aux questions. Dans les options sur lesquelles on peut agir aussi en termes de communication de lancement, on fait beaucoup de formation pour les managers. Soit la conception du support, soit la conception du support et la formation. Parfois nos clients font la formation en interne. Soit les deux. En fonction des populations, on peut avoir, je prends un exemple, un BSI pour lequel il y aurait un dépôt poste pour les régions et une livraison sur site pour le siège social et la remise en main propre
par le RH ou par le manager au siège social. Ça peut arriver. Quand le maillage géographique est assez disséminé sur le territoire, c'est parfois plus facile d'avoir les deux modes de diffusion. On parlait à l'instant de communication de lancement, donc faire du BSI c'est bien, mais le faire savoir c'est encore mieux. 42% des entreprises diffusent une com de lancement au moment de la sortie du BSI, et dans la plupart des cas, on accompagne nos clients sur ce sujet-là. On les accompagne comment? En mettant à leur disposition, on va dire, un panel d'outils qui peut aller de la bannière intranet. Bannière intranet, ça va être un petit bandeau explicatif sur l'intranet, des informations qui passent sur les écrans de télévision, si jamais il y en a sur le site de l'entreprise. On peut faire des affiches, vous voyez qu'on le fait quand même assez souvent, des emailing, encore faut-il que les gens aient accès à des emails. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines entreprises où il y a des gens qui sont derrière des ordinateurs au siège et puis d'autres qui peuvent être sur des lignes de production, notamment dans l'industrie. Donc on peut avoir aussi des communications de lancement qui sont différentes en fonction des sites et des entreprises, plusieurs modes de communication. Donc de l'emailing, de la vidéo, qui peut être diffusée soit sur le BSI si c'est du web, soit encore une fois sur les écrans de télé, soit sur l'intranet. Il y a plein de moyens de diffuser la vidéo, soit d'autres communications de lancement. On parlait de guide de manager, de SMS, enfin, il y a plein de choses qui se font. Mais en tout cas, c'est très important d'accompagner le BSI par une communication pour faire un peu de teasing avant sa sortie. On va passer maintenant au contenu. On en a fini sur les aspects de forme pour regarder qu'est-ce qu'on trouve dans les BSI, quels sont les sujets qui sont abordés. Et on commence le plus souvent par un petit point de situation. Alors évidemment, il y a toujours un édito. Vous avez là un exemple à l'écran. Et encore une fois, merci à tous nos clients qui ont accepté qu'on montre des extraits. Cet édito, il peut être soit écrit, tel que vous avez un exemple là à l'écran, ou il peut être vidéo. Le DRH peut avoir, ou le directeur général, ou le Compenben peut avoir envie de prendre la parole dans une vidéo pour expliquer pourquoi est-ce que le BSI est mis en place, qu'est-ce que les collaborateurs vont pouvoir y trouver. Donc les éditos vidéo sont assez fréquents. Et à côté de cet édito, on va très souvent retrouver des points de situation du collaborateur à un instant T. Sa fonction, son emploi dans 89% des cas, le temps de travail, parfois aussi vous voyez très souvent, le statut du collaborateur, sa classe, sa classification, etc., son niveau. Il peut y avoir d'autres choses aussi. Est-ce qu'il est en CDD ou en CDI? Est-ce qu'il y a une mobilité pendant l'année? Il a changé de poste? Est-ce qu'il a une promotion, etc. En tout cas, le point de situation, la date d'entrée aussi assez souvent dans l'entreprise ou dans le groupe, le point de situation du collaborateur est important et ça fait une bonne introduction. Et c'est en général ce qu'on retrouve sur la première page ou le premier écran du BSI. Un point sur l'ancienneté des collaborateurs. Donc, les 1 270 000 collaborateurs qui font l'objet de l'étude aujourd'hui ont une ancienneté médiane, tous secteurs confondus, de 10 ans. Et vous avez là un graphique en nuage de points. Donc, une couleur égale un secteur d'activité et un point égale une entreprise. Et vous voyez que l'ancienneté la plus importante, elle est dans la pharmacie chimie, tout en haut. Maya, vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure, suivi de l'agroalimentaire et la grande distribution, l'industrie, le transport et la logistique, le BTP et l'immobilier, banque, assurance, conseil, services, culture et loisirs et luxe et cosmétiques clôture la marche. Je n'ai pas mes lunettes, donc je n'arrive pas à lire les chiffres qui sont sur la droite, je vais prendre le papier. Je retrouve juste la bonne page. Et donc, l'ancienneté médiane la plus importante, elle est de 15 ans. Et la moins importante, elle est de 6 ans. J'espère que vous voyez bien les chiffres à l'écran. Donc, une ancienneté médiane globale de 10 ans et pas de différence par rapport à l'année dernière. On est exactement sur le même chiffre. Ensuite, sur le BSI, on va retrouver un élément qui est essentiel, qui est le bilan de rémunération. Le bilan de rémunération, c'est l'essence même du BSI qui consiste à lutter contre l'idée reçue que la rémunération, c'est le net bas de fiche de paye.
Il y a plein d'autres choses que vous mettez en place dans vos entreprises respectives et que parfois vos collaborateurs ignorent. Et ça va composer ce qu'on appelle la rémunération globale. Et dans le BSI, il est essentiel que très vite le collaborateur ait la notion de cette fameuse rémunération globale. Vous voyez que 54% de nos clients proposent ce bilan détaillé dans leur BSI et que 43% affichent les cotisations sociales. Vous avez un exemple sur la droite, sur la page du bilan de REM. Pourquoi est-ce qu'il y a les cotisations sociales? Parce qu'il y a un lien évident entre la rémunération globale et les cotisations et que c'est très bien d'expliquer aussi comment on passe du brut patronal au net salarial corrélé à cette fameuse rémunération globale. Donc en un clin d'œil, le collaborateur doit pouvoir voir le total de sa rémunération perçue généralement au cours d'une année civile. On peut avoir des clients qui sont sur un exercice décalé, mais c'est quand même assez rare. 59% de ces mêmes entreprises mettent en avant les évolutions de la rémunération sur plusieurs années. Vous voyez là un autre exemple où on va avoir une évolution de la rémunération sur 3 ans ou 4 ans. Généralement, c'est l'évolution de la rémunération fixe. Comparer de la REM globale d'une année sur l'autre, dans lequel il peut y avoir du variable, des primes exceptionnelles, etc., ou de la participation et de l'intéressement qui peuvent être plus ou moins importants d'une année sur l'autre, c'est prendre le risque quand même un peu de comparer des années incomparables ou des choux et des carottes. Donc assez souvent, on conseille à nos clients de comparer l'évolution de la rémunération fixe. Mais en tout cas, vous voyez que dans les exemples qui vous sont présentés à l'écran, le point important, c'est le total de la rémunération globale pour l'année. Et ça, c'est une information essentielle dans le BSI. Quelques actualités, évidemment, c'est le thème de l'Obscon cette année. Quelques actus 2023 qu'on va retrouver de manière très importante dans nos BSI cette année. C'est la mise en avant, bien sûr, des mesures salariales exceptionnelles qui accompagnent la situation économique exceptionnelle dans laquelle on se trouve, qui combine à la fois une inflation, bien sûr, importante et une forte tension sur le marché de l'emploi. Donc, beaucoup de nos clients ont mis en avant les négociations annuelles obligatoires de manière beaucoup plus importante que les années précédentes. Parfois, il y a eu dans certaines entreprises plusieurs séquences de NAO dans la même année. Et on va mettre évidemment en avant tout ce qui tourne autour du partage de la valeur, les primes PEPA, les PPV, et évidemment, bien sûr, tout ce qui tourne autour de la protection du pouvoir d'achat, inflation faisant. Donc là, vous avez 3 exemples. Il y en a plein d'autres. C'est un sujet qui a été vraiment majeur et central dans les BSI cette année. On en vient maintenant à la première brique de la rémunération, qui est la rémunération directe, qu'on compose de la rémunération fixe et de la rémunération variable. Vous voyez qu'il n'y a rien de très exceptionnel dans les chiffres qu'on vous présente aujourd'hui. 90% de cette rémunération directe est composée du fixe et 10% du variable. Pas de grosse évolution par rapport à l'année dernière ni par rapport aux années antérieures. En revanche, on va voir apparaître, notamment sur le variable, des choses un peu particulières cette année. Sur le fixe, comment, en tout cas dans notre panel, se compose la rémunération fixe, du salaire de base, bien sûr, à 91% de manière très, très, très prépondérante. Et ensuite, on va retrouver des primes de vacances, des primes d'ancienneté, 13e mois, primes de fin d'année, primes annuelles, et des primes liées à l'activité ou à la fonction, de manière assez équitable en termes de répartition. Donc rien de très spécial sur la rémunération fixe cette année, pas de changement, si ce n'est le fait qu'effectivement il y a eu des NAO successives. En revanche, sur la répartition de la rémunération variable, on va retrouver cette année toujours des primes liées à la performance pour 54%, rien de très exceptionnel non plus, des primes exceptionnelles et des primes liées au temps de travail, et on va dire un pot commun de autres primes de 32% qui est beaucoup plus élevé que les années précédentes. Et dans ces autres primes, on ne les a pas découpées plus finement parce qu'il y a vraiment des choses très très différentes. Il va y avoir beaucoup de choses autour du recrutement, des primes de cooptation par exemple. On va trouver des primes liées aussi à l'organisation du travail, d'accompagnement dans le télétravail, ce genre de choses.
Donc on peut creuser avec certains d'entre vous si vous voulez avoir plus de détails, mais on n'a pas voulu donner plus de finesse là, sinon on aurait fait plein de petits segments différents, ça n'avait pas trop de sens. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de diversité dans les primes cette année que ce qu'on constate dans les années précédentes, ce qui est probablement dû aussi à l'impact de la situation économique et aussi de la nouvelle organisation du travail avec beaucoup plus de télétravail qu'avant. Et donc, évidemment, des moyens de compensation. Si maintenant on regarde la rémunération fixe, vous avez là un graphique qui vous illustre des médianes de rémunération fixe pour les cadres et pour les non-cadres. Donc on a arbitrairement, on en est désolé, classé par ordre décroissant sur les cadres et les non-cadres à côté ne sont pas forcément dans le même ordre. Donc en tout cas sur les cadres, la médiane la plus importante que l'on constate sur la rémunération fixe, c'est sur le secteur de la pharmacie et de la chimie, suivi de l'industrie. Donc vous voyez, pharmacie-chimie, on a une médiane de 57 953 €. Industrie en deuxième position et transport et logistique en troisième position. C'est services, culture et loisirs qui clôturent la marche avec 45 000 € de médiane de rémunération fixe. Sur les non-cadres, c'est un petit peu différent. Alors, différent, non, pas plus que ça d'ailleurs. Pharmacie et chimie est en première position aussi. Industrie est en deuxième position et transport et logistique en troisième position. Donc c'est le même ordre. Et en revanche, vous voyez que c'est banque, assurance et conseil qui vient en quatrième position. On en a fini avec la rémunération directe, donc fixe et variable. On va passer maintenant à la partie dite bénéfices, épargne salariale, protection sociale, autres avantages, etc. Donc sur l'épargne salariale, on retrouve nos nuages de points. Je rappelle, une couleur, un secteur d'activité, un point égale une entreprise. Et vous avez donc des abscisses et des ordonnées avec la médiane de l'intéressement à 2 300 € constatée cette année et la médiane de la participation à un petit peu plus de 2 000 €. Mais on va rentrer plus finement dans le détail avec un focus de la même manière sur la médiane des intéressements et des participations par secteur. Avec donc on a sur la gauche notre médiane, on a classé là pour le coup sur l'intéressement. La médiane de l'intéressement le plus important est constatée dans le luxe et cosmétique avec 4 926 € pour cette année, suivi par banque, conseil et assurance, et pharmacie et chimie qui décidément est vraiment bien placée sur tous les graphiques. Et sur la droite, vous avez la médiane de la participation, où on va retrouver en premier lieu, alors avec une incontestable avance, toujours notre secteur de la pharmacie et de la chimie, avec plus de 5 000 € de participation cette année. Alors est-ce que derrière ça, il faut faire un parallèle avec la crise Covid? Je ne sais pas, peut-être. Et ensuite, le luxe et cosmétique et banque, conseil, non, pardon. D'abord banque, conseil et assurance et ensuite luxe et cosmétique. Et pour compléter cette information-là, vous avez maintenant le même graphique, mais sur l'abondement. Donc la médiane des abondements par secteur. Sur la gauche, l'abondement au PE et au PEG qui est de 1 000 € par an, tout secteur d'activité confondu. Et l'abondement sur le PERCO est à 850 €. Vous voyez qu'on retrouve, alors on n'avait pas BTP immobilier dans les secteurs, dans les graphiques d'avant, mais on va retrouver luxe et cosmétique, pharmacie et chimie pour le top 2 et BTP immobilier pour le top 3. Et sur la droite du schéma, on a à peu près les mêmes secteurs, hein, luxe et cosmétique, pharmacie, chimie et industrie, sur la médiane des abondements sur le PERCO. On vous enverra bien entendu le support pour que vous puissiez regarder en détail les chiffres du secteur qui vous concerne. Un petit point de benchmark et d'actualité sur ce sujet de l'épargne salariale pour 2023. 48% des BSI abordent le thème de l'épargne salariale à l'aide d'un schéma. Les entreprises ont beaucoup plus mis en avant, alors on n'a pas sorti de chiffres, mais on a constaté quand même que nos clients avaient beaucoup plus mis en avant les accords d'intéressement cette année que par le passé.
On en a fini pour le sujet de l'épargne salariale. On va passer à la protection sociale. On retrouve notre nuage de points avec nos secteurs d'activité, nos entreprises. Qu'est-ce qu'on constate sur ce graphique? Une médiane de la part employeur sur la mutuelle qui est de 60% et une médiane de la part employeur, c'est uniquement les parts employeurs sur ce graphique, de la prévoyance qui est de 70%. Évidemment pas différent de l'année dernière ou pas très différent. Et si on rentre maintenant dans le détail des secteurs d'activité, de la même manière, on retrouve ce même schéma. Donc sur la mutuelle, c'est le transport et la logistique qui sont les mieux positionnés, suivis ex aequo par pharmacie et chimie et luxe et cosmétiques, mais vous voyez que l'écart ensuite est quand même très très rapproché entre les secteurs. Transport et logistique sort du lot, mais après c'est très très condensé. Et sur la prévoyance, on va retrouver d'abord aussi le transport et la logistique. Non, pardon. Banque, conseil et assurance qui est juste au-dessus avec 87%. Transport et logistique, 86%. Et enfin, l'industrie, 74%. Mais c'est pareil, c'est quand même assez rassemblé. Et ce n'est pas étonnant et pas illogique. Quelle actualité sur la protection sociale cette année? Pour être très honnête, pas grand-chose par rapport aux années précédentes. On vous a illustré là 2 exemples. Les garanties frais de santé, donc 15% des BSI mettent en avant les plus du contrat frais de santé en expliquant, par exemple, en faisant un focus sur les médecines douces, la médecine préventive. Ça n'a rien de vraiment très nouveau. On retrouve ça très souvent d'une année sur l'autre sur les BSI. Et 15% font de la pédagogie sur les garanties. Et de la même manière, on va retrouver ça de manière assez itérative d'une année sur l'autre, où on va expliquer à quoi sert le contrat de frais de santé, qui vient en supplément évidemment du remboursement de la sécurité sociale. Et on va faire des focus sur les postes en général les plus utiles ou les plus lourds, comme l'optique, le dentaire, les consultations généralistes et spécialistes, pour expliquer aux collaborateurs comment est-ce qu'ils sont couverts par leur contrat. Mais encore une fois, rien de bien nouveau sur ce sujet-là. 30% vont rappeler l'importance, mais ça, ce n'est pas nouveau non plus. Peut-être que 30%, c'est un petit peu plus que les années précédentes. C'est important et c'est l'occasion ou jamais dans le BSI de rappeler l'importance de la mise à jour de la clause de désignation de bénéficiaires en prévoyance. En cas de changement de situation de famille, c'est très important de la tenir à jour. C'est la dernière qui fait foi. Le thème de la retraite que l'on va retrouver évidemment dans tous les BSI comme d'habitude. Vous avez sur la gauche les pourcentages de participation employeur sur les cotisations retraite, à la fois pour la retraite de base et la retraite complémentaire, qui sont toutes les deux à 60%, et sur la retraite supplémentaire, évidemment, quand elle existe dans l'entreprise, qui est à hauteur de 86%. Vous voyez un petit schéma sympa sur la droite. Donc 53% de nos projets ont utilisé, enfin 53% des entreprises ont utilisé les projets de BSI comme un support pédagogique pour présenter les différents dispositifs de retraite et évidemment rappeler à quoi ils servent. Voilà. Et ça, c'est de la même manière que l'année dernière et les années précédentes. Le BSI reste un moyen de communiquer sur la retraite et des différentes réformes successives qui ont eu lieu, évidemment. Un point qui revient aussi maintenant beaucoup dans les BSI et encore plus depuis la crise Covid, c'est l'organisation du temps de travail. On va retrouver plusieurs choses. Évidemment, on parlera des accords de télétravail qui sont mis en place dans l'entreprise. Mais on va aussi avoir maintenant de plus en plus de focus sur les congés, compris les collaborateurs. Ça peut être les congés, les droits aux congés, dans 56% des cas, mais aussi, vous voyez, dans 44% des cas, nos clients vont mettre en exergue les congés réellement pris par les collaborateurs. Le nombre de jours de CP, le nombre de jours de RTT, de congés pour événements familiaux, etc., compris les collaborateurs au réel au cours de l'année. Et c'est souvent fait grâce à un graphique personnalisé, vous voyez, dans 11% des cas. C'est aussi l'endroit où on va parler du CET, dans 33% des cas.
Et bien sûr, évidemment, le télétravail. Vous avez des exemples à l'écran et vous voyez que parfois une page entière ou un écran entier du BSI est consacré à ce sujet-là, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. On va retrouver assez classiquement la formation, 44% des projets en parlent, ce qui n'est pas énorme pour être honnête, c'est un petit peu en baisse par rapport aux années précédentes, mais on peut avoir des informations qui sont très exhaustives sur ce sujet de la formation. Vous voyez qu'on peut avoir soit des données individuelles, soit des données collectives. Quand on va rentrer dans des données individuelles, ça peut vite devenir l'usine à gaz en termes de collecte de données. Donc parfois, ce n'est pas la première édition du BSI dans laquelle on va retrouver ces éléments-là. Ça peut être l'édition numéro 2 ou numéro 3, où on va mettre des choses assez précises, le nombre d'heures ou le nombre de jours de formation qu'a eu le collaborateur. On peut mettre l'intitulé des formations, bien sûr, le nombre de formations réalisées au global. Parfois, ça ne figure pas sur le graphique parce que je pense que c'est marginal, mais on peut aussi mettre le coût des formations si on le souhaite. Et on va avoir des données collectives. Et la principale donnée collective qui est illustrée dans les BSI, c'est le budget annuel de la formation. Et sur notre panel, le budget qui est alloué à la formation, il est important puisque c'est 6% de la masse salariale. Et les secteurs d'activité qui sont les mieux placés, c'est l'industrie, la banque, l'assurance et le conseil, et les services culture et loisirs, qui sont les secteurs qui contribuent le plus en termes de budget de formation. Et classiquement, on clôture le BSI par ce qu'on appelle les avantages divers, qui sont les avantages sociaux. Donc 95% du panel mettent en avant ces avantages dans leur BSI. Qu'est-ce qu'on retrouve comme avantage? Vous n'allez rien découvrir de très nouveau. Le transport. Alors, le transport, on y viendra juste après, il peut y avoir les véhicules de fonction aussi. Le CSE, la restauration, ça peut être le restaurant d'entreprise, les tickets restaurants, les primes paniers, les trois parfois dans les entreprises. Il peut y avoir plusieurs dispositifs de restauration, bien sûr. L'action logement et l'effort que l'entreprise fait pour l'action logement. Souvent, on retrouve le budget qui est alloué par l'entreprise à l'action logement. Les médailles du travail. Évidemment, quand la personne a eu une médaille du travail, on va lui donner le montant de la médaille du travail qu'elle a perçue au cours de l'année. Et les CESU. Donc ça, c'est le top 6 des avantages. Après, il y a plein d'autres choses. Des salles de sport, des crèches, plein de choses qui sont mises en place par les entreprises au profit des collaborateurs. On vous donne là les plus importants. On fait un petit focus sur les véhicules de fonction parce que je sais que c'est un sujet dont vous êtes toutes et tous assez friands. On a pas mal de questions sur ce sujet-là. Donc 75% des BSI parlent des véhicules de fonction, de manière plus ou moins profonde, on va dire. 41% de ces mêmes 75% vont afficher une valorisation monétaire. Et cette valorisation monétaire, elle se situe à deux niveaux. Le premier niveau, qui n'est pas très compliqué à récupérer, c'est le montant médian de l'avantage en nature perçu par le collaborateur. Je suis navrée, il y a une inversion. Donc je m'en aperçois là, c'est 2 567 €, pas par mois, mais par an. Et le chiffre qui est en haut, ce n'est pas 355 € par an, mais par mois. On fera la correction dans le support qu'on vous envoie. Donc le chiffre qui est en bas, qui est donc par an, c'est le montant médian de l'avantage en nature perçu par le collaborateur. Et le chiffre de 355 € par mois, c'est bien le coût médian pour l'entreprise. Et dans ce coût médian pour l'entreprise, on va retrouver des choses assez différentes. Parfois, les entreprises vont prendre en charge uniquement le leasing du véhicule, mais on peut avoir des politiques voitures beaucoup plus exhaustives où l'entreprise va financer évidemment le leasing, l'entretien du véhicule, les pneus, l'assurance, l'essence, etc. Et donc, le chiffre que l'on constate, il est encore une fois de 355 € par mois et pas par an. Voilà pour les véhicules. Il y a des thèmes qui sont de plus en plus abordés dans les BSI. Au début, il y a quelques années, on n'avait qu'un tout petit encart et aujourd'hui, on a des pages entières. Et la QVT, la qualité de vie au travail, en fait partie. C'est un thème qui est de plus en plus valorisé dans les BSI. Vous avez là un exemple sur le cadre de travail
qui occupe un écran ou une page entière du BSI. Donc une montée en puissance, et évidemment depuis aussi la crise Covid, la pandémie, la QVT est un sujet qui est de plus en plus abordé dans les bilans sociaux individuels. Et un autre thème qui monte en puissance de manière très importante et qui est très importante aussi pour les plus jeunes générations que l'on recrute aujourd'hui dans les entreprises. Ça devient un élément majeur. Ça ne veut pas dire que ça ne l'est pas pour les plus anciens, mais en tout cas, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les entretiens de recrutement, c'est les engagements sociétaux de l'entreprise, la raison d'être de l'entreprise. 20% des entreprises vont valoriser leurs actions et leurs engagements sociétaux dans le BSI. Donc, évidemment, et c'est le cas depuis longtemps, le BSI, ce n'est pas un support qui traite uniquement de la rémunération. Bien loin de là. On va beaucoup plus loin dans l'information. Et vous voyez là un exemple à l'écran d'une entreprise qui a, de la même manière, alloué une pleine page sur le sujet. On va retrouver aussi assez souvent maintenant, de plus en plus, une page actualité. Cette page actualité, on va la retrouver dans un quart des BSI qu'on a réalisés cette année. Et ces actualités, c'est assez souvent des actualités RH. Vous avez là un focus sur les principaux accords signés au cours de l'année, derrière un exemple sur le don de jour. Donc c'est plutôt de l'actu RH, mais ça peut être aussi de l'actu business de l'entreprise. Et dans le web, cette page actualité, elle peut être alimentée régulièrement. Elle n'est pas figée dans le temps, bien entendu. Une console d'administration permet de publier évidemment de l'actualité régulièrement. Je n'ai pas parlé de la console, j'en ai beaucoup parlé l'année dernière, donc je ne reviendrai pas dessus. Et si certains d'entre vous n'étaient pas là l'année dernière et sont intéressés, n'hésitez pas à revenir vers nous. Mais les formats web de BSI, les e-BSI, sont associés à une console d'administration qui permet de mettre à jour un certain nombre d'informations sur le site web pendant l'année et de pouvoir avoir accès à des statistiques, évidemment, de connexion et d'autres fonctionnalités. Et enfin, les thématiques de dernière de couverture, où on va retrouver très souvent les contacts utiles. On a parlé de la QVT, la RSE, on ne revient pas dessus, les chiffres clés non plus. Parfois, la formation se retrouve à la dernière page, mais c'est vraiment l'endroit où on va retrouver les contacts utiles, notamment sur des formats PDF ou papier. Sur le web, les contacts utiles sont plus disséminés au sein du site en fonction des pages avec des liens qui permettent de router sur soit l'intranet, soit les opérateurs externes, assureurs, teneurs de compte, etc. J'ai terminé de vous assommer avec des chiffres. On va passer à la partie plus interactive de cette matinale. Donc, merci Maya et merci Christelle d'être là aujourd'hui avec nous. Je vais vous passer la parole alternativement. On va commencer par Maya. Je vais vous laisser le loisir de vous présenter, déjà vous personnellement, et puis de présenter BASF en quelques mots. Et ensuite, on laissera la parole à Christelle qui fera de même. Et puis, s'en suivra une série de questions, pas du tout préparées à l'avance évidemment, à Christelle et à Maya. Donc Maya, la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et merci Clémence de m'avoir invitée à ce webinaire. Je m'appelle Maya Hartig. J'occupe le poste de Manager Benefits et HR Controlling chez BASF, rattaché au DRH du groupe en France à notre siège à Levallois-Perret. Je suis chez BASF depuis 20 ans, dont 15 ans en France. Et avant, j'ai commencé ma carrière sur notre site historique en Allemagne. Mon activité principale est le pilotage de nos avantages sociaux, tout particulièrement les dispositifs de santé-prévoyance et d'épargne salariale. Et j'interviens également dans tous nos projets de restructuration, fusion, acquisition, cession sur le volet RH. Et depuis 6 ans, j'ai en charge notre bilan social individuel. Je voudrais un peu parler de BASF. Souvent, nous sommes méconnus du grand public parce que dans les rayons des magasins, il n'y a pas de produits BASF à acheter. Et pourtant, BASF est partout. BASF est le leader mondial de la chimie avec 111 000 salariés dans le monde sur 240 sites de production, dont 6 sites intégrés, Verbund. Je vais vous dire un peu plus ce que c'est.
Et en France, nous employons environ 3000 salariés sur 14 sites partout sur le territoire français. Le site de Ludwigshafen, la maison mère, le siège, le cœur de BASF à Ludwigshafen, c'est pas très loin de Francfort, en Allemagne. C'est le plus grand complexe chimique intégré au monde. C'est le siège de BASF et aussi le berceau de ce concept qui est le Verbund, où les installations de production, les flux d'énergie et la logistique sont mis en réseau de manière intelligente afin d'utiliser les ressources aussi efficacement que possible. Et ce concept du Verbund, qui a été inventé il y a 150 ans par le fondateur de BASF, Friedrich Engelhorn, c'est un des principes fondateurs de BASF. On peut dire que c'est le début de l'idée de l'économie circulaire et elle fait partie de l'ADN de BASF dès son début. En tant qu'entreprise de la chimie, pas étonnant, nous sommes très grands consommateurs d'énergie et nous avons donc une responsabilité pour la protection du climat. Et BASF a ainsi engagé un processus de transformation énergétique avec pour objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et c'est un énorme défi de transformer une industrie qui est, on peut le dire comme ça, la mère de toutes les industries, car la chimie elle est présente partout. Nos produits vont dans quasiment tous les secteurs, dans l'automobile, la construction, l'agriculture, la nutrition, la cosmétique et bien d'autres. Juste pour donner un exemple, quand vous ouvrez la portière de votre voiture, BASF est partout, dans les mousses des sièges, les matières plastiques du tableau de bord, la peinture, dans le catalyseur si c'est un moteur thermique ou dans les batteries si c'est une voiture électrique. BASF, pour résumer, c'est le leader mondial de la chimie avec un large portefeuille de produits qui vont dans quasiment toutes les filières industrielles. Et c'est aussi une entreprise consciente de sa responsabilité, engagée en faveur de la transition énergétique, de l'économie circulaire et d'un avenir durable. Merci beaucoup Maya pour cette présentation très complète et intéressante. Christelle, je me tourne maintenant vers vous. Je vais vous laisser faire le même exercice. Merci d'être là ce matin. Je vais vous laisser, alors je ne sais pas, en fait on se connaît, donc ça fait bizarre de se vous voyez. Je pense qu'on peut se tutoyer. Je vais te laisser le loisir de te présenter et de la même manière que Maya de présenter l'activité. Bonjour Clémence, merci pour ton invitation. Et avec plaisir. Et bonjour Maya, et bonjour à toutes et à tous. Je suis Christelle Thirion, donc je suis directrice conseil RH chez Diosiassi. Donc comme vous nous connaissez un petit peu, le BSI est une des facettes de Diosiassi. On accompagne les entreprises dans leurs enjeux de définition, de valorisation de leur offre employeur à travers les politiques de benefits, de reward, mais aussi l'ensemble des politiques ressources humaines en France et à l'international. Et donc, pour parler plus en détail du conseil RH, qui est le petit slide après. Ah, pardon. Voilà. Donc, on est une grande équipe qui est rassemblée autour de deux principaux enjeux pour accompagner les DRH et les directions CNB notamment. Un enjeu qui est justement la construction, la définition et la valorisation de l'offre employeur, sachant que l'offre employeur, c'est pas juste la rémunération, hein, on en a déjà parlé, et puis l'accompagnement des évolutions des entreprises, des grandes transformations, et notamment aujourd'hui toutes les transformations qui touchent l'évolution des compétences et des structures. Et j'aurai l'occasion de parler un petit peu des types de projets qu'on peut mener. Et donc voilà, pour ma part, je travaille beaucoup effectivement sur les sujets autour de l'engagement, de la reconnaissance et de la communication des politiques RH. Merci beaucoup Christelle. J'ai sous les yeux une tablette, mais je pense qu'on vous a donné l'information par écrit, sur lequel apparaissent petit à petit vos questions. Il y en a beaucoup. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, enfin dans l'endroit qui est prévu à cet effet et que Karine a dû vous donner. Et on y répondra à la fin de la séance. Donc Maya, vous êtes là aussi pour nous parler de votre BSI, réalisé chez BASF par nos équipes. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur le contexte et les objectifs de mise en place de cet outil au sein de votre société ?
Oui, bien sûr. Tout a commencé chez nous en 2017, quand le groupe BASF a mis en place un nouveau programme de valorisation de son offre employeur à l'échelle mondiale. L'objectif était de parler du fait que l'offre de BASF ne résumait pas simplement à de la rémunération au montant affiché en bas du bulletin de salaire tous les mois. L'offre, elle va bien au-delà, comme on a vu tout à l'heure déjà dans la présentation de Clémence. Elle comprend de nombreux autres éléments pour répondre aux besoins des collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle et personnelle. Et nous sommes convaincus que ça, dans son ensemble, il forme une offre très attractive pour nos collaborateurs. On a vu tout à l'heure dans les statistiques, en tant que chimie, effectivement, nous sommes bien placés et ça vaut le coup de le faire savoir. Dans le cadre de l'approche du groupe, les éléments de l'offre ont été regroupés dans 4 catégories au niveau mondial. Les avantages sociaux, la formation et le développement, l'environnement de travail et la rémunération. Et pour représenter cette offre de BASF et tous les éléments qui la constituent, un visuel unique, ici du monde de la chimie, a été choisi. Le tableau périodique des éléments. Vous vous rappelez peut-être encore de vos cours de chimie au collège et au lycée ce que c'est. Nous, on l'a adapté à notre offre employeur, dans les couleurs de l'entreprise. Et ce tableau périodique, c'est devenu le moyen de communication privilégié sur notre offre employeur pour parler de tout ce que BASF propose à ses collaborateurs. Nous l'appelons « You at BASF », vous chez BASF, et c'est la marque de l'offre globale de l'entreprise. L'idée du groupe était de développer un tableau par pays, avec les éléments spécifiques au cadre local et les explications qui vont avec. Nous avons alors défini un tableau périodique pour la France, travaillé sur les contenus et développé des pages intranet pour proposer à nos salariés. Le défi, à l'époque, résidait dans l'objectif d'avoir un seul tableau You at BASF applicable pour toute la France. Parce que nous avons une multitude d'entités juridiques, de sites en France, chacun avec son historique et ses particularités. Et ce n'était pas facile d'en faire quelque chose de commun, applicable à tout le monde et qui reste parlant. Et le You at BASF au niveau du groupe en France, il reste naturellement assez général et ne permet pas trop d'aller dans les détails. Pour nous, il était clair au niveau RH du coup qu'il y avait besoin d'un outil communicatif plus détaillé envers nos collaborateurs pour pleinement atteindre cet objectif qui était de valoriser le package individuel pour chaque collaborateur. Et là, c'était l'heure du BSI. Que nous avons chez nous décidé d'appeler bilan personnalisé. Vous voyez une page de couverture, la page de couverture de cette année aussi sur le slide. Et contrairement au tableau périodique général présenté sur les pages intranet, le BSI comme outil complémentaire, il permet là vraiment de donner des informations personnalisées, chiffrées, monétarisées au niveau individuel. C'est pour nous vraiment l'outil idéal pour valoriser la rémunération globale et aussi faire la pédagogie sur certains aspects techniques qui ne sont pas toujours très clairs et compréhensibles pour l'ensemble des collaborateurs. Comme ça, on peut dire que le bilan personnalisé ou le BSI, pour nous, il complète vraiment parfaitement l'idée de base. Permettre de chacun à mieux comprendre l'investissement de BASF dans ses équipes, de renforcer la fierté d'appartenance à l'entreprise et ainsi aussi de fidéliser nos collaborateurs. Merci beaucoup. Vous nous en direz un petit peu plus tout à l'heure sur le futur de ce BSI, son évolution, etc. Et effectivement, le ressenti de vos collaborateurs sur ce sujet. Je me tourne vers Christelle maintenant à nouveau. Est-ce que, donc tu mènes des missions de conseil en rémunération, quels sont les sujets sur lesquels tu interviens régulièrement ces derniers temps? Est-ce qu'il y a des sujets qui sortent du lot ou pas? Alors, je vais rebondir sur ce que disait
Maya, à l'instant, tu parlais de fidélisation. C'est vrai que le sujet aujourd'hui de nos clients, c'est autour de l'attractivité de la fidélisation, puisque les taux de turnover sont autour de 11%. Et que un des enjeux, c'est de pouvoir conserver des collaborateurs plus d'1 an quand ils rejoignent l'entreprise. Et c'est d'ailleurs un taux qu'on suit parfois dans certaines entreprises. Et du coup, on mène des missions évidemment pour construire la politique de rémunération, une politique de rémunération attractive sur différentes thématiques. Alors ça peut être de réfléchir, de faire évoluer par exemple les politiques de variables, ça peut être de travailler sur des dispositifs de partage de la valeur. On a beaucoup de projets notamment sur l'actionnariat salarié, que ce soit côté accompagnement en maîtrise d'ouvrage, mais aussi accompagnement en communication pour valoriser ces dispositifs. Donc je dirais tout ce qu'on peut imaginer sur les sujets autour de la politique de rémunération. Et puis au-delà, et on l'a évoqué, c'est la qualité de vie au travail, l'engagement, la RSE, qui sont des thématiques qui aussi forcément nous occupent. Donc la fidélisation d'une part, et le deuxième axe sur lequel on a beaucoup de projets et d'actualités en ce moment, c'est d'accompagner les évolutions des entreprises en termes de compétences. Et du coup, ça peut se traduire par exemple, des projets de classification pour avoir une vision claire d'où on en est en termes de parcours de carrière, de compétences, donc de retravailler sur les classifications, sur les référentiels métiers. Et c'est aussi tout ce qui concerne l'accompagnement des mobilités professionnelles, qu'elles soient internes ou externes. Voilà, donc c'est un petit aperçu des projets. Et une des spécificités, je dirais, c'est qu'on a toujours cet angle qui est l'angle communication, qui est dans notre ADN chez DioCSI, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours aussi cette réflexion à la fois sur l'expertise, le fond, et puis comment on le communique aux clients. Et ça, c'est ou plutôt comment on aide nos clients à le communiquer à leurs collaborateurs. Et sur tous ces projets, ce volet communication est de plus en plus prégnant. Alors justement, Maya, comment est-ce que le BSI a été accueilli par vos collaborateurs? Oui, c'est une petite allusion tout à l'heure au sujet. Comment est-ce que le BSI a été accueilli par vos collaborateurs? Est-ce que éventuellement vous mesurez aussi de temps en temps par un questionnaire de satisfaction? Comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là? Et est-ce qu'il est plébiscité? Est-ce qu'ils se sont habitués et où finalement c'est rentré dans les usages? Dites-nous un petit peu comment ça se passe chez vous à ce sujet-là. Oui. Alors là, on peut clairement dire que le BSI, il est un outil très apprécié par nos collaborateurs. Les retours sont quasi unanimement positifs, ce qui n'est pas toujours le cas pour tous nos sujets. Quand il y en a des retours, parce que là, nous savons tous, quand les choses vont bien, ça fait beaucoup moins parler que quand ça ne va pas. Du coup, il n'y a pas tous les jours. Et du coup, comment pouvons-nous savoir qu'il est apprécié, notre BSI? Et ici, c'est un outil qui justifie les moyens déployés. Et bien évidemment, dans le contexte actuel aussi, c'est des questions qu'on se pose. Et pour avoir des retours à ces questions, nous avons lancé une enquête de satisfaction avec l'aide de DioCSI à l'époque, après la 3e édition. On s'est dit, on laisse un peu connaître les salariés, s'habituer, et on leur pose la question. Et l'objectif était de vraiment connaître leur opinion et aussi d'avoir des pistes d'amélioration éventuellement du BSI pour l'adapter encore plus aux besoins. Et la première bonne surprise, c'était un excellent taux de participation. Maintenant, excellent, vous allez peut-être rigoler, avec 31%. Dans d'autres contextes, ce n'est pas beaucoup. Mais chez DioCSI, on nous a dit que c'était pas mal, que souvent, c'était plus entre 15 et 25. Et c'était déjà un bon retour où on a su que nos collaborateurs, ils ont envie de nous faire un retour sur comment ils le vivent et que c'était quand même des résultats valables qu'on pouvait prendre en compte. Qu'est-ce que nous avons appris alors? 93% de nos collaborateurs nous ont confirmé mieux comprendre les éléments de la rémunération. Et ça, voilà, c'était quand même l'objectif. Alors là, on pouvait dire objectif. Alors on dit ouf, tant mieux. Voilà, tant mieux, c'est ça. Et ils étaient même 97% à nous confirmer que les informations étaient claires et compréhensibles. Et 92%, ils ont dit qu'il est même facile et agréable à lire. Alors là, on était contents. Et 92% aussi trouvaient l'utile et même 94% avaient envie de le recevoir l'année d'après. Alors là, on a bien vu que ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est nous qui avons dit ouf. Ah ouais, vous aussi peut-être, oui.
Mais voilà, que là, on avait trouvé un outil qui avait vraiment une valeur ajoutée pour tout le monde. Et alors, quid des renseignements d'amélioration ou les autres sujets qui ont été moins le hurrah. Il y a un bémol qui revient régulièrement en retour et aussi dans nos discussions internes, c'est la parution relativement tardive dans l'année du BSI, parce que nous, on le publie fin mai. Et là, on a étudié la question et la possibilité de l'éditer plus tôt. Mais là, on se heurte à des contraintes de ressources et d'organisation, parce que toutes les équipes impliquées dans le contrôle de gestion sociale, ils sont déjà très, très sollicités au premier trimestre. Et vu de l'organisation RH au niveau du groupe et en France, il s'avère juste impossible pour nous de le publier plus tôt. Du coup, c'est comme ça. Chez nous, il est fin mai. Et voilà. Ça ne changera pas. Et là, pas tout de suite. Faute de mieux. Faute de moyens, peut-être aussi. Mais voilà. Mais c'est une réalité. Mais il est quand même apprécié, même fin mai. Alors, tant mieux. Une autre remarque récurrente concerne la formation. Tu en as parlé tout à l'heure, que ce n'est pas toujours facile d'avoir les données. Et là, c'est pareil, parce qu'actuellement, nous affichons au niveau collectif les budgets de formation et les heures de formation dispensées au niveau de chaque site. C'est quand même découpé, mais dans la globalité. Et idéalement, on aurait, c'est souvent le souhait, une liste individuelle de formations passées sur la période écoulée. Mais là aussi, nous trouvons face à des contraintes techniques. Tu as parlé d'usine à gaz d'extraction de données, mais techniquement, pour nous, aujourd'hui, il n'est pas facile d'avoir... pour appuyer sur un bouton et d'avoir la liste des formations, et ça demanderait trop de retravail. Du coup, on n'arrive pas aujourd'hui, malheureusement, à passer ce cap et d'afficher cette information. Malgré ce potentiel d'amélioration, il y a une belle dynamique autour du BSI, et nous avons même des retours positifs de la part de nos CSE et des représentants du personnel. Et là, ils apprécient particulièrement les moyens déployés quand même par l'entreprise pour fournir ce niveau de transparence individuelle pour chaque collaborateur. Et ils reconnaissent que c'est un beau signe de valorisation de la contribution de chacune et chacun au résultat de l'entreprise. Et là, en résumé de l'opinion générale exprimée face à notre BSI, j'aimerais juste partager une remarque écrite qu'a laissée un collaborateur lors de l'enquête de satisfaction, qui a dit que le bilan personnalisé est très clair et compréhensible, agréable à lire, et qu'il permet de regrouper toutes les informations en un seul document. C'est ce qu'on a cherché à faire. Ok, merci beaucoup pour ces infos précieuses. Christelle, donc quels seraient tes conseils ou les bonnes pratiques que tu donnerais aux entreprises en matière de valorisation de leur marque employeur? Tu as parlé de communication tout à l'heure, et en particulier sur le volet de la politique de reconnaissance de partage et de partage de la valeur dans un contexte actuel particulièrement chahuté. Alors, effectivement, je dirais sur le conseil qu'on pourrait donner sur la valorisation de l'offre employeur, j'aurais deux thématiques qui me paraissent importantes. La première, c'est de s'appuyer sur ses points forts. Et le deuxième conseil, c'est l'authenticité. Et je vais peut-être l'illustrer par des exemples. Alors, d'abord, s'appuyer sur ses points forts, parce que c'est important de connaître, en fait, de faire un diagnostic précis de quelle est aujourd'hui notre offre employeur. Chaque entreprise est différente et chacune ne peut pas s'appuyer sur les mêmes éléments de différenciation. Et du coup, c'est important de savoir ce qu'on veut communiquer pour avoir un discours clair et compréhensible. Je pense à un exemple d'un projet qu'on a fait justement qui visait à travailler sur la politique de communication de rémunération, mais au sens large de l'offre employeur, dans un grand groupe français de télécom. Et un des enjeux, ça a été d'abord de regarder la réalité de la politique de rémunération, donc très concrètement, mais aussi de regarder l'ensemble des documents de communication disponibles pour voir la cohérence entre les différents éléments de communication qui existaient, mais aussi d'interroger les jeunes collaborateurs sur qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre cette entreprise, et aujourd'hui, si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que vous êtes là, qu'est-ce qui vous donne envie de rester aujourd'hui dans cette entreprise?
Et ça a permis de mettre l'accent sur des éléments effectivement à la fois de rémunération, mais aussi d'offres employeurs, notamment autour de la capacité à progresser à l'international, autour de certaines valeurs de cette entreprise, de façon à construire une plateforme de communication très claire qui ensuite a pu être utilisée à la fois par les équipes CNB dans leur politique de rémunération pour repenser, réécrire l'ensemble des documents sur la politique de rémunération, mais aussi qui a pu être prise en main par les recruteurs, par les managers, de façon à ce que tout le monde ait un discours aligné et qui corresponde aux véritables points forts de l'entreprise. Puisque, bien évidemment, Maya, tu parlais du BSI, c'est un temps fort important dans l'année, mais la communication, elle doit se faire toute l'année et elle doit être relayée par tout le monde. D'où l'importance de s'appuyer sur ces points forts. Le deuxième point, je parlais d'authenticité. En matière de compensation and benefits, on peut pas toujours se cacher derrière les benchmarks et faire du copier-coller avec ce que font les autres. Et donc c'est important quand on a une pratique originale ou quand on est différent, justement, de s'appuyer sur ces différences. On a fait une autre mission, alors là c'était dans la pharmacie, donc c'était assez intéressant puisque c'était une entreprise qui se posait la question aujourd'hui, voilà, j'ai une pratique de rémunération, une pratique très disruptive par rapport au marché. Est-ce que j'ai pas besoin de changer pour m'aligner plus par rapport au marché pour être efficace? Et notamment, un des sujets, c'est qu'ils étaient dans une approche extrêmement collective de la rémunération, avec certains éléments de rémunération qui n'existaient pas chez eux, typiquement, par exemple, la part variable très peu ou pas développée, des augmentations plutôt générales, etc., etc. Donc un questionnement sur finalement la philosophie de cette entreprise. Et en fait, on a travaillé avec eux, évidemment, pour comprendre les attentes des différentes parties prenantes. Et ce qui a été très intéressant, c'est qu'en fait, ils ont réaffirmé leur désir de s'inscrire en continuité avec cette politique et au contraire alors pas de la renforcer, mais en tout cas de l'affirmer et de l'affirmer comme un atout de différenciation. Et aujourd'hui, quand on regarde sur le marché, il n'y a pas de vérité en matière de pratique de rémunération. On a des entreprises comme LDLC qui disent nous, on n'a pas de part variable et on en est fiers et on vous explique pourquoi. Et puis il y en a d'autres qui ont des pratiques originales, qui versent une partie de leur rémunération en crypto-monnaie. Voilà. Donc c'est affirmer ces différences, être authentique et avoir un discours vrai, parce que si le discours il n'est pas vrai, il va se heurter à la réalité et en fait les gens qui vous rejoignent vont très rapidement se rendre compte qu'il y a un décalage entre ce qui est dit et la réalité. Et puis peut-être le troisième point qui est important, c'est que dans l'offre, quand on parle d'offre employeur, évidemment, en tant que professionnel de la rémunération, on pense au package, reward, benefits, etc. Mais aujourd'hui, on voit bien que l'offre employeur, elle va très au-delà. On va parler de sens, on va parler d'équité homme-femme, on va parler de RSE, on va parler de conditions de travail, on va parler de temps de travail. Et donc tous ces éléments font aujourd'hui partie de cette offre employeur. Et elle est communiquée très largement par les directions CNB. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans ce mouvement, en fait, de communication, la communication CNB devient un point d'appui, on y reviendra peut-être, pour les équipes qui font de la communication, plutôt de marque employeur côté recrutement. Merci beaucoup. Maya, on a parlé tout à l'heure du retour des collaborateurs et des indications que ces retours pouvaient vous donner sur l'évolution à apporter à cet outil-là. Et justement, est-ce que vous avez fait évoluer le contenu? Est-ce que vous avez fait évoluer la forme du BSI au fil du temps? Je ziotais en même temps les questions qu'on nous pose et vous pouvez peut-être tout de suite répondre à la question qui consiste à dire depuis combien de temps est-ce que vous faites le BSI? Vous l'avez peut-être déjà dit en intro. Oui, voilà. Je veux bien dire quelques mots là-dessus parce que là, on a eu aussi une belle dynamique. Et notre BSI, il a pas mal évolué depuis ses débuts il y a 6 ans. Voilà, là, on a publié, là, c'était ce qu'était la 6e édition cette année. On va là commencer à travailler sur la 7e. Et ça a pas mal évolué. D'abord au niveau du scope.
Pour la première mise en place en 2017, nous avions commencé avec un pilote de 3 entités seulement. Et après, face au succès du BSI, le cercle s'est vite agrandi ensuite et nous sommes désormais à 10 entités avec 13 sites avec des variantes différentes pour chaque site et chaque entité. Et ça fait une sacrée complexité de gestion de projet quand même. Au niveau du support aussi, là, nous avons vu une évolution un peu comme on a vu tout à l'heure dans la présentation des différents types de supports. Nous avons commencé en 100% papier avec une brochure. Et là, nous restons convaincus aussi que l'envoi physique au domicile du salarié d'une brochure physique palpable était important, surtout pour le lancement de ce nouvel outil qui était à l'époque le BSI. La deuxième année, nous avons déjà fait évoluer et ajouté une touche de digitalisation avec la version PDF interactif. On a vu tout à l'heure comment ça fonctionne et qu'on envoie dans les coffres-forts numériques PeopleDoc de nos salariés. Mais tous les salariés n'ont pas opté pour le coffre-fort parce que ça reste une démarche volontaire quand même de l'ouvrir. Et du coup, sur la deuxième édition, nous étions sur un format hybride avec PeopleDoc, le format PDF interactif dans PeopleDoc pour ceux qui avaient PeopleDoc, et la brochure papier qu'on a continué à envoyer à ceux qui n'avaient pas de coffre-fort numérique. Mais ensuite, la digitalisation a poursuivi son chemin, et la troisième année, nous avons supprimé la version papier. On a accompagné d'une grande campagne de communication quand même pour dire aux salariés, attention, là, on passe le cap, plus de papier. Du coup, si vous n'avez pas encore ouvert votre coffre-fort électronique, faites-le parce que là, c'est comme ça que vous allez recevoir votre BSI. Et ça a quand même créé un certain mouvement et on a eu des ouvertures de coffres supplémentaires. Maintenant, la digitalisation, je pense on le voit tous en communication RH et partout, c'est le sens de l'histoire. Mais il est quand même maintenant pour nous difficile à savoir combien de personnes consultent vraiment leur BSI dans le coffre-fort électronique. On peut savoir combien se connectent à leur coffre, mais pas quels documents ils consultent. Du coup, là, on ne sait pas trop. Quand on a envoyé du papier à domicile, là, on était quand même à peu près sûr que ça ne partait pas directement à la poubelle, mais les gens, ils allaient quand même ouvrir l'enveloppe et puis regarder. Et là, cette incertitude, ça reste un petit regret sur ce chemin de la digitalisation. Maintenant, au niveau présentation, nous sommes à la fois limités, si on peut appeler ça une limite par notre beau tableau périodique qui cadre quand même beaucoup la façon dont on présente les éléments. Là, il n'y a pas de grande révolution alors à attendre. En même temps, ça a un effet de reconnaissance. Du coup, c'est bien. Tous les ans, c'est pareil. Et sur différents supports, les gens ils voient, ah oui, là, on parle de mon package global et de l'offre employeur. Nous avons quand même, avec les équipes de Duo CSI l'année dernière, fait évoluer un peu le graphisme vers une présentation un peu plus moderne, en gardant le principe de base, mais là, on a un peu modernisé. Tous les ans, on change les visuels sur toutes les pages et aussi la couleur dominante du BSI. Comme ça, il y a quand même un peu de nouveau tous les ans. Et du nouveau, il y a surtout au niveau du contenu, pas la grille de base, ça c'est sûr, mais au niveau de l'actu, on a dit il y a de l'actu RH, social dedans, ou parfois réglementaire, ou au niveau de l'entreprise. Quelques exemples, on a vu dans la partie santé-prévoyance, une année, on a un peu évoqué le 100% santé quand c'était nouveau, ou en actualité d'entreprise, nous avons mis en avant toutes les mesures de soutien qu'avait mis en place BASF pendant la crise Covid, avec un soutien psychologique, une ligne d'écoute, une assurance complémentaire en cas d'hospitalisation. Où là, tout à l'heure, il était question des formes de travail et les dernières années aussi, les accords télétravail dans plusieurs de nos entités ont évolué et ça aussi, c'est des sujets qu'on aborde dans le BSI.
Et dans le BSI de cette année aussi, nous avons mis en valeur des mesures prises par BASF en faveur du pouvoir d'achat des salariés, la prime PPV, ou dans une entité, on a amélioré l'abondement, on l'appelle le super abondement. Nous avons mis en place une mesure incitative, notamment pour les plus bas salaires, qui ont tendance souvent à plutôt se faire payer directement leur intéressement, pour les inciter à placer sur le PEE et du coup bénéficier de l'abondement et de l'augmentation de leur épargne en attendant 5 ans pour le récupérer. Voilà. En un mot, le BSI chez BASF, c'est un outil qui vit, qui évolue selon les tendances et l'actualité, et en même temps, il garantit un effet de reconnaissance avec son organisation selon les principes du tableau périodique. Merci beaucoup. Et justement, Christelle, pour faire le lien avec ça, Maya évoquait les points particuliers qui avaient pu évoluer sur le fond. Dans le contexte économique actuel, qui est particulièrement chahuté, où on vient combiner inflation et tension sur le marché de l'emploi, est-ce que tu as constaté des mesures ou des pratiques particulières qui ont pu être prises par les entreprises en matière de rémunération et sur les enjeux justement de communication de leur politique sociale? Alors, effectivement, on a évoqué tout à l'heure le contexte, l'inflation, etc., ce qui se traduit dans des NAO exceptionnels, les PPV, enfin, des mesures de rémunération exceptionnelles, et une exigence de transparence qui, je pense, est accrue, donc un besoin de communiquer, de transparence qui est accru. Et je dirais que ça ne change pas fondamentalement la nature des projets ou de nos missions, mais ça change plutôt l'angle et la manière dont on les aborde. C'est-à-dire que peut-être on va être, me semble-t-il, moins focalisé sur l'impact en termes de performance, mais plus sur comment je vais fidéliser, comment je vais engager mes collaborateurs par cette politique. Et après, le deuxième point, c'est que l'exigence de transparence, en fait, elle nécessite un travail en amont qui est d'avoir une politique qu'on puisse communiquer, des éléments qu'on puisse communiquer, et donc un travail d'harmonisation. Souvent, on a beaucoup de projets à la fois dans les regroupements d'entreprises, mais dans les évolutions de la vie des entreprises, qui visent à harmoniser les politiques de rémunération, que ce soit sur le statut social, le temps de travail, l'ensemble des bénéfices, pour justement pouvoir aboutir à un socle plus clair et plus facile à communiquer, puisque dès lors qu'on a finalement des pratiques extrêmement diverses, c'est impossible en fait d'avoir un discours clair dessus. Et du coup, l'exigence de transparence en fait amène, par effet de ricochet, une nécessité de travailler sur des politiques beaucoup plus structurées et donc une exigence finalement sur le fond des politiques de rémunération. Très bien, merci beaucoup. Très intéressant. Maya, question suivante. On a parlé de l'évolution du fond et de la forme. La question, c'est de savoir si le BSI s'intègre dans un contexte plus large de valorisation de la marque employeur chez BASF. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire ou nous éclairer sur les autres actions qui ont pu être mises en place? J'imagine qu'il y a autre chose que le BSI chez BASF sur ce sujet, marque employeur. Oui. Alors, le BSI, c'est un élément de You at BASF, la marque de l'offre globale de BASF. Là, on a beaucoup parlé de ce que nous faisons en interne, mais You at BASF, c'est également utilisé pour valoriser la marque employeur en externe, avec un tableau périodique sur les pages carrières. Et là, nous trouvons que c'est une manière assez ludique de parler aux candidats de tout ce que BASF offre, en plus de sa rémunération déjà très concurrentielle. Mais la valorisation d'une marque employeur, bien évidemment, elle ne peut pas se limiter à un site Internet. Surtout pour BASF, entreprise de la chimie. Là, la chimie, elle n'est pas considérée comme très attractive ou sexy par la plupart de nos candidats, contrairement à d'autres secteurs comme la tech, les constructeurs automobiles. Et en plus, nos sites de BASF sont implantés un peu partout dans le territoire, dans les régions, souvent loin des grandes métropoles, ce qui rend encore plus difficile pour nous la tâche d'attirer les bons talents pour certains profils. En plus, nous faisons face dans la chimie à une certaine méfiance vis-à-vis des industriels de la chimie de manière générale, et en France tout particulièrement. Et nous devons alors faire encore
plus d'efforts de communication avec nos parties prenantes externes, les candidats, mais pas que. Et là, dans ça, qui fait partie d'un travail sur la marque employeur, les objectifs sont alors de mieux nous faire connaître. On a vu en entrée déjà, on n'est pas très connu, et sinon la chimie, c'est pas ce qui attire le plus. Mais déjà de mieux nous faire connaître et de rendre cette chimie accessible à tous. Et tout particulièrement pour les jeunes générations qu'on essaye d'attirer dans nos entreprises. Et ça passe par différentes actions à destination des scolaires et des étudiants. Nous avons beaucoup de partenaires avec des écoles et des universités, souvent portés par les sites dans les régions, partout. On participe à diverses initiatives à destination des jeunes, comme le prix Pierre Potier des lycéens, au programme Engagement Jeune, au village de la chimie, aux côtés de France Chimie. Et peut-être que certains d'entre vous connaissent les Kids Lab, à travers lesquels nous cherchons à éveiller la curiosité par et pour la chimie. Ce sont des ateliers dans le cadre desquels nous donnons aux jeunes une chance de découvrir et de créer eux-mêmes de la chimie dans des ateliers très interactifs. Dangereux, non ? Pas très dangereux. On travaille avec de la poudre à lever, avec des couleurs, avec du vinaigre. J'imagine. Voilà. J'imagine. La sécurité est très importante chez BASF. Du coup, on ne les laisse pas encore dans les vrais ateliers, dans les vrais labos, mais on veut les faire découvrir ce que c'est la chimie et ce que ça peut faire. Super initiative. Voilà. Et tout ça, on fait des réels efforts pour se rapprocher des collégiens, des lycéens, de se faire connaître et pour faire connaître aussi l'engagement fort de BASF en faveur de l'alternance, qui est un axe important. Voilà, toutes ces actions sont animées par une idée, c'est guider les enfants et les jeunes de tout horizon et de tout âge à la découverte de ce monde qui est la chimie. Et pour mieux faire connaître aussi, là, nous mettons à contribution nos employés. Ça, c'est assez original comme initiative. Et on trouve, nous, que nos salariés, ce sont les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise. Et à travers la parole de nos collaborateurs, on montre que nos sites sont attractifs. Et les gens, vraiment, quand ils font ça, ils sont devant une caméra, on les filme, on fait des vidéos, ils sont fiers, ils sont passionnés par leur métier et ça se ressent. Et voilà, tout à l'heure, on a vu les statistiques sur l'ancienneté. Et là, BASF, voilà, en tant qu'entreprise traditionnelle, on est pleinement dedans. On a une ancienneté moyenne de 16 ans en France. Et ça aussi, ça joue en faveur de la fierté. Et ça, voilà, on fait contribuer nos collaborateurs pour parler de tout ça. Et si ça vous intéresse, sur les réseaux sociaux, sur les canaux BASF, vous pouvez trouver ces vidéos à la rencontre de nos collaborateurs en France. Et que les collaborateurs se fassent la voix de BASF aussi, ça humanise et ça rend la chimie plus accessible. Voilà, en bref, si on peut résumer, la valorisation de la marque employeur chez BASF, ça passe par 3 grands axes. La promotion de l'offre globale via le programme You at BASF, on en a beaucoup parlé. La mise en lumière des collaborateurs, qui sont nos meilleurs ambassadeurs. Et puis des initiatives auprès des jeunes générations pour attirer les talents de demain. Merci. Plein d'initiatives chez BASF, très, très intéressant. Christelle, justement pour rebondir sur ce sujet-là, de ton point de vue et selon tes observations, quels sont les thèmes sur lesquels les entreprises portent actuellement particulièrement leurs efforts de communication ? Alors effectivement, je trouve que c'est une bonne illustration parce que, en matière de communication, ce qu'on voit en effet, c'est qu'il y a une vraie professionnalisation de la fonction CNB. Une professionnalisation avec des communications dans leur nature qui sont beaucoup plus marketées qu'elles ne l'étaient avant, beaucoup plus engageantes. Je pense à des communications récentes qu'on a pu faire, par exemple dans une licorne où on a fait une série de films pour expliquer la politique reward en interne, mais aussi à destination des candidats,
ou dans un grand groupe agroalimentaire où on a fait effectivement une campagne récente où on a mêlé le concept à la fois de quelle est notre politique de rémunération, notre politique reward, et le sport, et une thématique du sport qui est une thématique porteuse chez eux pour en faire une communication, encore une fois, très engageante. Et ça traduit aussi ce que tu disais à l'instant, Maya, c'est-à-dire qu'en fait, la préoccupation, c'est pas juste la communication interne vis-à-vis des collaborateurs, mais c'est que cette communication, elle va être aussi reprise et elle pourra être portée aussi pour de la communication externe vis-à-vis des candidats. Et ça, c'est quand même assez nouveau, puisque traditionnellement, ces deux communications étaient traitées par des équipes différentes. Et que en fait la thématique de la rémunération devient tellement importante aussi dans le recrutement et de porter l'ensemble de ces sujets que ça devient quelque chose qu'on travaille ensemble et il y a une porosité du coup entre ces deux communications. Et d'ailleurs on a maintenant un certain nombre de projets sur lesquels on va travailler sur une communication à destination des candidats en miroir avec ce qu'on fait pour le BSI. Je pense notamment au BSI à l'entrée, ce que j'appelle le Welcome BSI, c'est-à-dire on vous donne un BSI quand vous arrivez, en même temps que votre contrat de travail, on vous donne votre package, ou ce que tu appelles la proposition salariale individuelle aussi. La promesse. La promesse salariale individuelle, c'est une promesse d'embauche avec un descriptif extrêmement marketé et précis de tout ce que vous allez avoir quand vous rejoignez l'entreprise. Donc il y a quelques entreprises qui sont un peu pionnières en la matière et qui le déploient même individuellement. Mais ce qu'on voit aussi, c'est de plus en plus de marketing ou en tout cas de communication à la destination des nouveaux embauchés et qui est co-construite avec l'équipe CNB. Tu posais aussi la question des thématiques de communication. Sur le fond, on communique toujours un peu sur les mêmes thématiques, mais c'est vrai que les sujets autour de l'égalité homme-femme, de la RSE, ou de nouvelles formes de rétribution, par exemple des dispositifs de mobilité. On voit quand même apparaître des thématiques un petit peu plus nouvelles, même si globalement, on reste évidemment sur des choses classiques. Merci beaucoup. Donc, dernière question pour vous, Maya. Comment voyez-vous l'évolution du BSI dans les années à venir ? Oui, alors, côté contenu, on a vu le socle de notre BSI, il est bien établi. Nous allons quand même continuer à utiliser la petite rubrique d'actualité que nous appelons « Le saviez-vous » pour aborder des nouveautés sociales, à la fois au niveau de l'entreprise et réglementaire. Par exemple, on a une petite première idée sur la pédagogie technique sur un aspect réglementaire qui est le nouveau montant net social affiché depuis cette année sur les bulletins de salaire. Bon, là, nous, communauté CNB, peut-être on s'y retrouve. Pas sûr que c'est très clair pour tous les salariés. Du coup, ça pourrait être un sujet d'actualité réglementaire à expliquer dans un prochain BSI. Il y a un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est un édito vidéo. Aujourd'hui, l'édito, il est en texte. J'aimerais bien le passer en vidéo pour moderniser le format et aussi reproposer une explication du BSI à tout le monde et surtout les nouveaux collaborateurs qui nous ont rejoints les dernières années et qui n'étaient pas là lors de la communication plus exhaustive sur le BSI qu'on a fait au début. C'était plus succinct les dernières années et là, un édito vidéo pourrait être l'occasion de donner un peu plus d'explications. On a parlé de forte tension du marché de travail et aussi tout à l'heure l'intervention de Christelle sur le bilan individuel, la promesse individuelle à l'embauche. On n'y est pas encore, mais on a l'idée dans les tiroirs de redynamiser l'aspect outils de recrutement de notre BSI parce que nous avons prévu des spécimens que nous éditons tous les ans. C'est des BSI type anonymisés sur des profils types.
Ça s'est perdu un peu et là, on s'est dit, il y a quelques mois, là, on voudrait vraiment remettre ça à l'ordre du jour. Du coup, pour la prochaine édition, nous allons réactualiser et adapter aux besoins concrets actuels et des recrutements des BSI type que nous allons mettre à disposition des recruteurs pour communiquer avec les candidats lors des entretiens de recrutement. Du coup, ça, c'est un axe très clair pour la prochaine édition. Et puis, dans le cadre de la digitalisation RH, qui ne s'arrête jamais, il y a une évolution majeure aussi dans les tiroirs, c'est le EBSI en ligne. Là, nous souhaiterions faire un vrai pas en avant et aussi utiliser la connexion SSO comme abordé en entrée et ne pas envoyer par papier des identifiants de connexion. Là, ça nous paraîtrait un peu un pas en arrière. Du coup, connexion SSO, mais qui dit connexion SSO parle cybersécurité et autres. Du coup, là, nous sommes actuellement à l'étape de l'étude technique entre les équipes de DioCSI et nos équipes techniques et de cybersécurité en interne pour étudier la faisabilité d'une telle connexion SSO. Et là, cet aspect technique et sécurité, bon, ça en est important. Ce n'est pas le seul. Il y a aussi l'aspect budgétaire, parce qu'il est très clairement, si nous passons une telle évolution, en plus à garder un PDF normé pour la possibilité d'imprimer, l'adapter au site mobile et téléphone, qui serait l'objectif. Sinon, pour nous, ça ne sert pas à grand-chose de mettre ça en ligne si après, ce n'est pas utilisé sur les téléphones. Mais ça nécessiterait quand même le déblocage d'un budget supplémentaire de BSI par rapport à les années précédentes. Du coup, ça aussi, c'est un aspect qui rentre en ligne de compte. Et l'aspect de l'accessibilité pour les populations non connectées, non équipées d'outils informatiques dans l'entreprise. Il était question des opérateurs sur les lignes de production. Là, il y a toute une population qui ne serait pas concernée par j'arrive au bureau le matin, j'allume mon ordinateur, je me connecte à mon BSI. Là, il faut réfléchir à comment leur permettre de se connecter en toute confidentialité avec un ordinateur BSF. Et ça, c'est des contraintes logistiques, d'organisation auxquelles il va bien falloir répondre dans les années à venir, mais c'est en chantier. Et après, il y a dans ça aussi une question presque philosophique. Est-ce que là, on ne risque pas de perdre quand même certaines populations dans une quête de digitalisation très poussée ? Déjà, aujourd'hui, notre PDF interactif, il est 100% digital dans les coffres-forts numériques, mais au prix que les salariés qui n'ont pas ouvert leur coffre-fort numérique, ils n'ont plus accès à leur BSI. C'était un choix fait par l'entreprise, mais là déjà, on a perdu une partie. Est-ce qu'on ne va pas en perdre encore plus ? Du coup, c'est une question qui fait partie de tous les sujets sur la table qu'on regarde. Mais indépendamment de son support, le BSI reste un outil très apprécié par le collaborateur, on l'a vu. Il envoie un message positif, il est très bien reçu et représente ainsi une réelle valeur ajoutée dans la communication RH. Il contribue à faire vivre l'image employeur en interne à travers une valorisation de la politique RH. Et en plus, il garde du potentiel qu'on a bien l'intention de réaliser. Alors le BSI chez BSF, il a encore des beaux jours devant lui. Merci beaucoup Maya. C'est vrai qu'on constate une vraie porosité entre maintenant le BSI pour les salariés et des outils de recrutement pour valoriser le package global de rémunération. Tu en as parlé tout à l'heure, tu as même employé ce thème de porosité, c'est tout à fait ça. Et donc ma dernière question, elle sera pour Christelle aujourd'hui. Quelles sont les tendances que tu vois émerger globalement sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui ? Alors la question est vaste. C'est une boule, il faut sortir la boule de cristal. Peut-être un point que je trouve intéressant et toujours autour de cette problématique du recrutement et de l'attractivité, c'est justement la réflexion qu'ont beaucoup d'entreprises pour ouvrir en fait à des profils plus larges.
parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se contenter de rechercher un CV qui correspond exactement à la description du poste qu'on recherche, parce que comme les profils sont rares, il faut ouvrir, et ça passe par un recrutement plutôt par les compétences comportementales, et ça tombe bien parce que c'est des recrutements qui permettent aussi beaucoup plus de diversité dans les populations qui sont recrutées, qui permettent parfois aussi plus d'équité homme-femme, enfin, d'avoir des profils plus divers. Et d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous connaissent Test un métier. Je pense que ça illustre bien aussi la manière dont les entreprises recherchent à avoir des idées pour de la mobilité interne, créer des passerelles entre des métiers complètement différents. Donc donner envie en fait aux collaborateurs d'aller faire autre chose. Et dans des entreprises qui se transforment beaucoup, cet enjeu effectivement de garder les collaborateurs, mais de les encourager à aller tester d'autres métiers, à aller ouvrir d'autres portes, c'est aussi un des éléments finalement de l'offre employeur, puisque l'offre employeur, on a parlé tout à l'heure de la formation et de la valorisation de plus en plus importante de l'investissement que fait l'entreprise dans la formation des collaborateurs. Et bien de la même façon, l'employabilité qu'offre une entreprise, la capacité à progresser, à ouvrir des parcours originaux, à investir sur chacun, c'est évidemment un élément qui est un élément très différenciant dans l'offre employeur. Et aujourd'hui, quelqu'un qui rentre dans une entreprise, il le fait tout autant pour son package que aussi pour les perspectives de carrière qu'il sait qu'il pourra envisager dans cette entreprise. Donc, et du coup, je dirais que cette notion de réflexion élargie sur qu'est-ce que j'apporte en tant qu'employeur, elle oblige à un petit peu ouvrir les chakras, si je puis dire, et à travailler ensemble, donc entre toutes les équipes RH, sur cette offre qui va au-delà, évidemment, de ce que font classiquement les CNB. Merci beaucoup Christelle et merci Maya aussi pour votre témoignage. On a malheureusement été impacté par des problèmes de technique aujourd'hui, donc on espère que vous avez pu voir la fin de ce webinaire dans le replay que vous avez reçu. Donc on répondra à vos questions, ou on a répondu depuis que vous avez reçu le lien, à vos questions par écrit. Mais néanmoins, je voulais remercier encore une fois Maya et Christelle de s'être prêtées à l'exercice, et je voudrais juste clore ce 14e observatoire par quelques remerciements à toute l'équipe qui a travaillé sur la conception de ce support et de cet événement. Donc merci un merci particulier à Marie-Océane, Ambre, Morgane et Isabelle, qui ont toutes les quatre œuvré à ce que vous avez vu ce matin partiellement et dans le replay pour la fin. Et on vous donne rendez-vous avec plaisir l'année prochaine pour la 15e édition de cet observatoire de la communication CNB. Merci à toutes et à tous et très bonne journée.